Bien. Donc, cette année qui est sur le programme, je ne vais pas épiloguer, simplement je voudrais remercier les 4 personnes qui vont débattre devant vous, échanger devant vous et aussi avec vous. Enfin, on verra comment c'est organisé. Il y aura forcément un moment donné des échanges avec vous sur une question donc, qui a été posée, diversité des discriminations, diversité des laïcités, point d'interrogation pour éviter que ça soit trop provocateur. Mais il y a quand même une incitation effectivement à la réflexion dans le droit fil de la conférence précédente. Donc je remercie Stéphane Morlan qui a accepté de coordonner cette table ronde, Gérald Attali qui est un partenaire régulier de nos travaux sur la laïcité, sur l'esprit critique, Olivier Vincent également. Alors, je suis désolé, dans le programme, il ne devait pas y avoir Olivier Vincent enseignant Candémile, mais Olivier Vincent enseignant seulement, car s'il y a marqué Candémile, le contenu de ce qu'il va dire est soumis à discussion préalable, et là je suis désolé de cette erreur qui a été rectifiée et qui a ressurgi. Donc j'espère que ça n'attirera pas d'ennui. J'en discuterai directement avec Bernard s'il le faut, on sait. Et puis Zoé Dubois. Nous avons toujours eu dans les universités d'été des lycéens invités. Et au bout de la 5e université d'été, on leur donne même la parole. Vous voyez, ça prend son temps comme pour la lutte contre les discriminations de tous ordres. Mais on progresse. Donc merci beaucoup à Zoé d'être avec nous. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Bon courage. Jusqu'à 13h15, vous avez des conditions climatiques. Donc, juste présenter Stéphane Morlan, maître de conférence contemporaine à l'AFP de l'Université d'Aix-Marseille. Mes travaux portent en particulier sur l'histoire des migrations. Et je suis également légitime, entre autres, ma présence et l'invitation que m'a lancée Nicolas. Je suis depuis cette année chargé de mission à l'AFP sur les questions de discrimination, d'ailleurs dans le cadre d'un partenariat, d'une convention qui nous lie l'AFP, les AFP, à la fondation avec qui nous travaillons de manière à la fois efficace et en toute confiance. Pascal Antoine le rappelait dans son introduction, il y a plusieurs chargés de mission, et c'est intéressant, et d'ailleurs, on aurait presque pu partir de ce premier constat. Nous avons à l'AFP d'Aix-Marseille un chargé de mission laïcité, Nicolas Ambert, et un chargé de mission discrimination, que je suis, ce qui peut-être en soi déjà interroge, même si on aura l'occasion d'y revenir, et l'invitation que m'a lancée Nicolas aujourd'hui témoigne de la nécessité que nous avons immédiatement ressentie, en dépit de charges de mission distinctes, de travailler ensemble, et je suis tout à fait heureux. Diversité des discriminations, diversité des laïcités, pour l'interrogation. Je me permettrai de reprendre très rapidement le petit texte que nous a soumis Nicolas. La lutte contre les discriminations passe par un processus de construction de la cité scolaire qui est aujourd'hui inséparable de sa fondation comme espace démocratique et émancipateur. Dans quelle mesure la laïcité, garante de la diversité culturelle, peut-elle contribuer à la reconnaissance de la diversité des réponses à apporter à la diversité des discriminations? Nicolas, on en remercie, nous a fixé comme objectif pour cette table ronde, de comparer les pratiques pour lesquelles la laïcité, comme fait social, peut devenir avoir les multiples usages démocratiques d'un même principe constitutionnel de liberté, d'égalité, de fraternité, et puisque nous parlons d'égalité homme-femme, de sororité. Vaste programme, on en remercie encore. Il va de soi que cette table ronde n'a évidemment pas du tout vocation à régler définitivement cette question que soulevait le collègue, qui porte finalement sur la conjonction de coordination et cette question du rapport entre laïcité et discrimination, ce couple qu'évoquait Blandine Chémini, un couple qui, nous semble-t-il, ne relève pas de l'évidence, mais qui mérite assurément d'être explicité, interrogé, et qui interroge d'ailleurs, au
fond, ils choisissent encore la laïcité. Vous savez, la laïcité, c'est une de ces passions françaises, l'histoire, au demeurant, une passion française qui suscite des débats récurrents depuis l'adoption de la loi de 1905, une laïcité qui a ses militants, qui a sa morale, et même si, comme on a pu le dire en introduction, il y aurait une tendance à l'apaisement, le débat se poursuit. Et le débat a, me semble-t-il, ressurgi, et cela a été dit par Chemini, à partir des années 1980-90, dans un contexte qui est marqué par la prise de conscience de la pérennité d'une présence musulmane en France, en lien avec le flux de population immigrée en provenance du Maghreb, dont les moments forts, le point d'acné constitue les années 1950-1960, puisque c'est à partir de ce moment que ces populations, en fait, se substituent aux populations européennes. Jusqu'au recensement de 1968, ce sont les Italiens qui constituent la première nationalité représentée en France. Ils seront délogés, si je puis dire, par les Espagnols, les Portugais, puis, au milieu des années 70, par les Maghrébins, en particulier les Maghrébins, les Algériens. Et sur fond de problématiques post-coloniales, dans le rapport à ces populations dont l'altérité est jugée plus accusée. Une altérité jugée plus accusée, notamment, cela a été dit, je ne fais que le rappeler ici, en raison de leur confession religieuse. Faut-il rappeler ici, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, que la religion est un ressort traditionnel du système xénophobe tel qu'il se met en place à la fin du XIXe siècle. Et que les populations immigrées européennes, les Italiens, les Espagnols, les Polonais, ont été stigmatisés en raison de leur pratique religieuse, ce qui évidemment tord le cou à un certain nombre de représentations stéréotypées sur le mode nostalgique du « c'était mieux avant », évidemment. C'est-à-dire qu'avant, nous aurions eu de bons immigrés, catholiques, comme nous, et qui est une manière de dire, sans le dire, qu'il y aurait désormais de mauvais immigrés dans notre pays. Évidemment, les travaux des historiens ont bien montré que ces bons immigrés, et je suis bien placé pour le dire, puisque je travaille spécifiquement sur l'immigration italienne, ont été mal accueillis dans notre pays. Et que ces Italiens qui étaient des macaronis, qui étaient, on disait aussi, dans la région des Badi, Badi, ça renvoie sur l'étymologie provençale, qui renvoie au terme crapaud, en disant sur l'appréciation qu'on leur portait. C'était aussi des cristaux, en raison de leur pratique religieuse. Et pour ceux qui découvrent Marseille, je les invite à lire le reportage fait en 1926 par Albert Londres, le grand reporter, Marseille porte sud, où il y a quelques pages concernant justement les pratiques religieuses des Italiens. Albert Londres n'étant pas un xénophobe patenté par Albert. Alors évidemment, ça s'est cristallisé sur les musulmans, qui sont d'ailleurs devenus des musulmans. Ils étaient d'abord des Nord-Africains, ils ont ensuite été des travailleurs immigrés, ils ont ensuite été des Arabes, et ils sont devenus des musulmans. Il faut dire qu'ici, la situation internationale a également joué un rôle important dans l'appréciation de ces populations, et je pense en particulier à la révolution iranienne de 1979, qui fait, qui jette, d'une certaine manière, l'ombre, le spectre de l'islamisation, y compris de la France, à l'invasion, le terme de l'invasion, peut-être de la fin du XIXe, l'invasion italienne, l'an est passé à l'invasion islamique. Tout ça ne prend rien. Cela a conduit évidemment à une nouvelle poussée xénophobe, après celle de la fin du XIXe, après celle des années 30. Dans les années 1970, dont l'épicentre d'ailleurs a été Marseille, Marseille qui se targue d'être une ville cosmopolite, une ville ouverte, généreuse, terre de brassage. Marseille est une ville de tension, et Marseille est une ville de ségrégation. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Avec le corollaire, évidemment, à cette montée du racisme, dans les années 80, et singulièrement une année ici tout à fait charnière, c'est 1983, le mouvement antiraciste. Alors, on a pu parler de mots comme
racisme, hein, avec la marche pour l'égalité, avec la création des SOS racisme, etc., etc. Et de manière plus anecdotique, mais extrêmement révélatrice et extrêmement pénétrante dans l'opinion, la victoire de Roland Garros en 1983 qui pose la question justement du racisme. Et c'est dans ce contexte que je me suis permis de rappeler ici qu'en fait que les discours et les débats sur la laïcité sont réactivés. Sur le mode, en tout cas, qui se cristallise autour d'une question, la laïcité à la française est-elle un moyen d'intégration ou fait-elle obstacle à l'intégration? Et cette question, elle s'étend, me semble-t-il, depuis quelques années aux discriminations. Un paradigme qui d'ailleurs reste encore très largement à historiciser. Et on ne peut que regretter ici l'absence de notre collègue cet après-midi pour sa conférence qui aurait peut-être pu, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais je crois qu'il manque encore là singulièrement de travaux de réflexion. Mais chacun aussi, depuis le début de la matinée, des choses ont déjà été posées. C'est ce rapport ambivalent, pour le moins, pour certains. Certaines pratiques de la laïcité produisent, ou produiraient, ou légitimeraient de la discrimination. Vous rappeliez ce matin les 24 critères de discrimination, parmi lesquels il y a les convictions religieuses. Et certains peuvent se sentir discriminés en raison de leur conviction religieuse, pointant en cela la laïcité. Pour d'autres, au contraire, la laïcité, par ses principes de neutralité, de liberté, eh bien, doit servir de levier à la lutte contre les discriminations. C'est une banalité de le dire, mais je crois qu'il faut sortir, évidemment, de ce rapport d'opposition, de ce rapport de confrontation. En tout cas, c'est l'objectif que nous nous sommes donnés en préparant cette table ronde, nos échanges, des échanges qui vont être nourris d'expériences, de postures institutionnelles variées. Notre ambition est modeste. Il s'agit de poser les jalons d'une réflexion qui, à court terme, très court terme, eh bien, pourra servir de point d'appui ou en tout cas de référence aux discussions que vous aurez cet après-midi dans les différents ateliers. Puis peut-être, de manière plus ambitieuse, eh bien, servir eh bien, à l'élaboration qui fait le dispositif de formation à la fois des élèves et des enseignants, tant du point de vue de la formation initiale que du point de vue de la formation continue. Alors il est temps, après ce préambule, de présenter justement les participants à cette table ronde. Je l'ai dit, ils représentent différents profils, ils occupent différents postes d'observation, ils mettent en œuvre différents modes d'intervention également. Et je commencerai à ma gauche, et j'en suis vraiment très heureux. Merci d'ailleurs une nouvelle fois à Nicolas de cette initiative, d'avoir invité Zoé Dubois, une élève. Alors, je ne sais pas si l'élève est au centre, on va pu le lire, mais une chose qu'on peut être sûr, c'est que l'élève est notre horizon. Que ce soit lorsque on est enseignant du secondaire ou comme un certain nombre d'entre nous, en charge de la formation des futurs enseignants. Et Zoé est élève de terminale au lycée Esclandon à Manosque, qui s'est levé très tôt ce matin pour être parmi nous. Manosque, c'est pour moi, c'est l'arrière-pays, Provence-Alpes. Et Manon, future bachelière, c'est à faire. Manosque, Zoé, bachelière pour 2 jours, en essai. On ne va pas tout de suite la féliciter, puisque donc elle était cette année élève de terminale. Et elle est, d'ailleurs à ce titre, qui avait été invitée, membre élu du conseil académique de vie lycéenne, c'est-à-dire qu'elle représente les lycéens au niveau académique. Elle s'exprimera d'ailleurs à la fois en son nom personnel, mais aussi, d'une certaine manière, au nom des élèves. Là, une position globale. À ma droite, comment pas, tout à droite, on va respecter la hiérarchie. Gérald Attell, qui est historien de formation. Pardon, ça fait beaucoup d'historiens. Mais je vous rassure, on ne va pas parler que d'histoire.
Olivier, Vincent, alors Olivier, il a moult de casquettes. Il est enseignant, peut-être d'abord, professeur histoire, lettres, histoire, géo, en lycée professionnel, depuis maintenant, je crois, une dizaine d'années. Il est, cela a été dit, professeur chargé de mission au service éducatif du Candémy. Il participe à divers groupes de formation dans l'académie. Et il est depuis 2015, aussi à l'académie qui n'interviendra, pas seulement, il est depuis 2015 enseignant associé à l'Institut français de l'éducation pour la recherche sur un projet intitulé Religion, religion, discrimination et racisme en milieu scolaire, qui produit des résultats et des travaux extrêmement stimulants. Et il intervient également avec Olivier. Olivier est un collègue de la maison, qui intervient également dans ce fameux point commun de la présentation entre Marès ce matin ici à l'ISP. On a préparé notre table ronde un petit peu, on s'est vu, on l'a pas répété. D'ailleurs, on s'est vu pour en discuter. Et ce qui a prévalu initialement, et on voudrait le partager avec vous, c'est une forme d'étonnement aristotélicien. Vous savez qu'Aristote disait que le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont. Eh bien, nous avons été étonnés par la commande qui nous était passée. Nous étions étonnés, mais au sens propre du terme, au sens noble du terme. On aimerait d'ailleurs sans doute que nos élèves, nos étudiants, soient plus souvent étonnés de ce point de vue-là. Étonnement du lien opéré entre, justement, ces deux notions, laïcité et discrimination. Et d'ailleurs, l'une des premières, peut-être même la première à s'en être étonnée, c'est Zoé. Et alors Zoé, peut-être, avant que tu nous fasses part justement des raisons de cet étonnement, est-ce que tu pourrais nous rappeler ici comment tu as croisé, comment vous êtes emparé quelque part de cette question de discrimination au sein du conseil académique de l'ICL. Bonjour tout le monde. Donc, je suis membre élu du CADL, Conseil académique de l'ICL, qui est une instance académique présidée par le recteur, où siègent des représentants élus par circonscription, mais aussi des professeurs, des référents scolaires et des représentants des parents d'élèves en fait. Et donc, nous sommes élus pour 2 ans. Et au début du bon mandat, donc nous avons été élus cette année pour un mandat de 2 ans, on nous a demandé de donner les lignes directrices de nos 2 ans de mandat. Et parmi ces lignes directrices est sortie la question des discriminations. Parce que c'est une problématique, je pense, que nous rencontrons en effet au lycée. Et donc, après avoir tiré ce problème, nous avons eu droit à une formation il y a quelques mois, donc sur les discriminations, pour après essayer de voir ce qu'on pourrait faire, nous, en tant qu'élus, pour donner des impulsions au sein des CVL des lycées pour lutter contre les discriminations. Et pourquoi c'était étonné quand on t'a justement invité à discuter avec nous de ce lien entre laïcité et discrimination? Est-ce que justement, dans votre réflexion, sans bien en être sur les discriminations, vous avez croisé justement cette question de la laïcité? Voilà, donc justement, après cette formation, on a eu un temps d'échange entre élus pour essayer de cerner les discriminations contre lesquelles on voulait principalement combattre. Et en effet, il est ressorti des discriminations dues au handicap, au racisme, au sexisme, à l'orientation sexuelle aussi, mais on n'a pas ressorti cette question de la discrimination liée à la religion et donc qui regroupe aussi des questions de laïcité. Voilà. Donc, tout cet étonnement de lier discrimination au sexe. Ce qui est intéressant, c'est que cet étonnement était partagé, pas
par le professeur, après l'élève, là aussi, Olivier, pour quel mode justement est donné? Alors, la première réflexion, peut-être, c'est déjà que cette idée de non-discrimination, elle est finalement consubstantielle à la question de laïcité. C'était la première réflexion. Et puis, la deuxième réflexion, en découvrant un petit peu la thématique de réflexion proposée par Nicolas, c'était aussi cette idée que parfois la laïcité aussi, et les usages qui sont faits de ce concept de laïcité, ce concept parfois est instrumentalisé pour viser en particulier une religion. C'est deux réflexions voilà, qui nous sont venues à l'esprit comme ça tout de suite. Et puis, autre élément dans ma pratique, moi, pédagogique, je dois dire que l'espace scolaire que je connais, notamment l'espace de la classe, est relativement pacifié. C'est un lieu où finalement les discriminations peuvent parfois apparaître, notamment à travers des injures, mais elles sont très souvent regardées par l'enseignant que je suis, et il me semble que voilà, dans la majeure partie des établissements scolaires, il y a une vigilance très importante sur ces questions d'injures, de harcèlement, de racisme, d'antisémitisme. D'ailleurs, il faudra sans doute revenir sur ces différentes notions. Et en même temps, je me disais aussi que le système éducatif aujourd'hui peut évidemment favoriser quelque part certaines discriminations, quand on pense par exemple à l'orientation, quand on pense aux questions de carte scolaire, quand on pense aux questions du stage dans le lycée professionnel. Donc c'était un peu pour moi un paradoxe de soulever ça, de voir qu'à la fois l'espace de la classe était un espace finalement où les choses étaient plutôt normalisées, plutôt bien appréhendées par les enseignants, et en même temps un système éducatif qui est en capacité aussi de reproduire des inégalités sociales de façon Gérald, de ton point de vue, il y a un collègue qui rappelait tout à l'heure, je trouvais ça très intéressant parce que justement, visiblement, ça ne marque pas profondément les esprits, c'est effectivement la charte de la laïcité, dans son point 9, je crois, indique que la laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations. Pourtant, encore une fois, le lien n'apparaît pas forcément évident, Gérald. Alors, avant de répondre, 2 ou 3 remarques. Que la gentillesse de me présenter comme historien, comme je l'avais souhaité, c'est pour rappeler un point important, c'est que, et je l'avais apprécié quand nous étions vus à Lyon, il y avait une référence au lieu, et le lieu où vous trouvez porte un nom important quand même. Vous avez cité Ernest Lavis. Quand c'était une école normale, alors j'arrête tout de suite des mauvais esprits qui pourraient penser que j'ai coupé les pauvres, que ça pouvait être une école normale, naturellement. Et quand c'était une école normale, eh bien je crois que cette école normale s'appelait Jules Isaac. Et en effet, la rue, pour y venir, que vous avez emprunté, c'est la rue Jules Isaac. Ce n'est pas un personnage anodin, puisque sur ce terrain, et celui qui nous réunit aujourd'hui, en effet, Jules Isaac, c'est à la fois quelqu'un qui a naturellement beaucoup contribué à la diffusion de l'enseignement d'histoire. Il est connu sous l'acronyme, vous savez, on connaît plutôt Malé Isaac, alors qu'en fait, la plupart des ouvrages, c'est Bougnotte, je le confirmerai sans doute, la plupart des ouvrages, après 1915, puisque Malé est mort après la Première Guerre mondiale, eh bien, Isaac est l'auteur de la plupart des ouvrages de la collection dite Malé Isaac. S'il est cher également d'en souvenir, c'est aussi parce que par ailleurs, il a œuvré dans la Résistance. Et là aussi, il y a des lieux importants, le Chambon-sur-Lignon par exemple, ce sont toute une série de lieux. D'autre part, je n'oublie pas que l'un de ses ouvrages parmi les plus connus s'appelle L'enseignement du mépris, et qu'il a contribué justement à modifier le regard de l'Église, le regard des gens. Enfin, dernière chose, ce fut aussi un inspecteur général, à la dent quelquefois un peu dur, je dois le dire, mais je reviens maintenant à la question pour laquelle je suis sollicité, c'est-à-dire du lien, qui a suscité le même étonnement chez moi aussi, entre d'une part laïcité et d'autre part discrimination. Je serais tenté de dire que, pour partie, c'est les mêmes raisons que celles qui semblent exister
l'institution a contesté. C'est-à-dire qu'en effet, au rectorat aussi, il y a des missions différentes. Elles sont portées par souvent des responsables différents. Et en effet, il y a une mission laïcité, il y a une mission discrimination sur laquelle je suis un peu investi. Je dois dire que la question qui est posée, c'est la question du « et ». Et vous avez dit tout à l'heure que Blandine Bonchini, pour laquelle je n'ai plus en impression, a un peu trébuché, elle aussi, devant la question du « et ». Je dois dire que ça impose de bien définir les choses, il me semble. Pour moi, la laïcité, naturellement, si je devais la définir, c'est deux choses. C'est d'abord un principe de liberté de conscience, c'est essentiel. Un autre principe, souvent évoqué, et qui est évoqué longuement, qui est celui de la neutralité des fonctionnaires, des agents d'État. C'est cela. Une fois qu'on a dit cela, on peut se demander, mais quel rapport avec les discriminations? Il y a une crainte quand même qui existe chez moi, et qui est au fait que, il y en a un qui peut en témoigner, est à la droite, c'est Rodrigo Douy. Quand, en effet, moi je me suis investi dans ces affaires-là, il est certain que le déclencheur a été 2015, c'est-à-dire les attentats qui ont eu lieu en France, notamment, alors on a naturellement les attentats contre Charlie, qui ont décidé justement toute la réaction de Charlie, ou une grande partie de la réaction de Charlie, et en même temps les attentats contre Yves Péchet. C'est important. Si tu permets, justement, on va revenir à ces éléments de contexte, et peut-être, puisque j'ai été aussi sollicité comme historien, toi, et que aussi tu le sais, la place de l'événement est importante, est une clé, pas définitive, peut-être pour essayer de comprendre justement ce lien. Vous savez, et je peux vous le dire ici, qu'on ne tire pas de leçons du passé. L'histoire, ça ne sert pas à ça. Enfin, moi, je m'entends passer du commerce, ça se saurait. Si on tirait des leçons du passé, si l'historien avait vocation justement à améliorer le sort de l'existence. L'histoire, ça sert simplement à interroger différemment le présent. Et ici, je crois qu'il y a un événement qui a déjà été évoqué ce matin, et sur lequel j'aimerais que nous revenions ensemble, puisque d'ailleurs nous sommes à un moment quasi commémoratif, c'est la fameuse affaire d'Histoire. 1989, affaire du foulard, 3 élèves sont renvoyés d'un établissement de Creil pour avoir porté justement ce signe religieux. Et vous savez que cette affaire a pris une ampleur médiatique extraordinaire et que certains justement ont associé cet événement à une attaque de la laïcité. Lorsque d'autres ont considéré que la laïcité ne devait pas être un dogme et qu'elle devait être l'expression de la tolérance, des convictions aussi de chaque individu. Et cette affaire, en fait, elle ne cesse de rebondir. Elle rebondit notamment en 1994, très fortement. Et elle a conduit le gouvernement, l'État, à prendre en charge, puisque le président Chirac avait nommé une commission, présidée par Bernard Stasi, et de son rapport a abouti justement une loi qui interdit le port des signes religieux ostensibles le 15 mars 2004. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'au même moment, en 2004, une autre loi est adoptée, le 9 mars 2004, qui est la loi sur la criminalité, dite loi Perben-2. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Sauf que cette loi, eh bien, elle renforce la lutte contre les discriminations. Et elle aggrave les peines entourées. Au moment même, quasiment, où, justement, on légifère à nouveau sur des questions liées à la laïcité. Et puis, monsieur, vous le rappelez dans votre mot d'accueil, c'est également en décembre 2004 qu'est instaurée cette institution, cet organisme, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HAL, dissoute en 2011. Il y a là une concomitance qui, me semble-t-il, ne doit pas relever tout à fait du hasard et qui finalement se fait écho aux débats qui ont entouré
qui ont accompagné l'adoption de cette loi, y compris dans le milieu scolaire. Vous vous souvenez peut-être de ce collectif d'enseignants pour l'abrogation de la loi de 2004, qui, justement, considérait qu'il s'agissait là d'un prétexte, je cite, à l'exclusion et à la stigmatisation des musulmans, dogme qui s'incarne dans la loi de 2004. La question qui se pose aujourd'hui, peut-être pour poursuivre nos échanges, c'est que penser aujourd'hui? Puisque cela a été dit ce matin, y a-t-il pas ici un risque d'islamophobie, ou en tout cas perçu comme tel? Il y aura au mois d'octobre, organisé par l'Institut d'études des faits religieux, une journée d'études consacrée à cette affaire du voile, donc de 89, visant justement à réinterroger 30 ans après cette affaire. La question que vous posez à tous les trois, c'est, encore une fois, dans vos pratiques, dans votre expérience, qu'est-ce qui reste de cette affaire? Zoé, notamment, est-ce qu'aujourd'hui, dans ton établissement ou au conseil académique, se pose à nouveau la question justement de ce corps ostensible des signes religieux? Est-ce que cela se pose en termes de discrimination? Moi, je n'ai pas trop de souvenirs du coup d'un changement en 2004, j'étais un peu jeune, et donc j'ai toujours connu l'école sans foulard, et pour moi, quand on me donnait une définition, je trouvais ça normal, parce qu'on disait, oui, l'école est laïque, donc il n'y a pas de foulard. Et puis l'année dernière, je suis allée en Italie, et où l'école est considérée comme laïque, puis j'ai vu les filles avec des foulards. Donc ça a questionné. Et des crucifix dans toutes les salles de classe. Voilà, ce qui m'a apprécié. Voilà. Mais en fait, le rapport que je vois, le rapport que j'ai avec le foulard, c'est pas dans une question de laïcité, de religion, mais plutôt un rapport par rapport au sexisme, parce que j'ai l'impression que l'interdiction du foulard aujourd'hui est assez justifiée par le fait que le foulard est un signe de domination masculine et donc on peut pas tolérer un symbole de domination masculine de la sorte, mais c'est m'embête parce que c'est une interdiction qu'on donne à la femme en plus, au lieu de se poser la question de en quoi c'est un objet de domination masculine. Je me suis peut-être mal exprimée. En fait, il y a une sorte de tiraillement entre, effectivement, il te paraît légitime, cette loi interdisant le port justement du voile te paraît légitime au regard du fait que c'est peut-être un symbole justement de domination, peut-être même de discrimination, quand tu as l'égalité homme-femme, mais si je t'ai bien compris, en même temps, c'était gêné par le fait que ça puisse être une restriction de la liberté de ces jeunes filles qui pourraient se sentir discriminées. Et c'est peut-être d'ailleurs pour affirmer cela. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, au lieu peut-être d'éduquer donc les filles à pouvoir avoir en main les clés pour faire un choix réfléchi et non dirigé de porter ou non le voile, parce que oui, ça peut être un choix de porter le voile. Et on restreint encore les femmes, alors que je pense qu'on est assez restreint comme ça et on est assez dirigé sur notre façon de nous habiller, de commenter. Justement, Olivier, aussi, alors là, pareil, en tant que France, 30 ans après, tout à l'heure tu évoquais un contexte plus apaisé, une classe plus apaisée, des choses qui se croisent autour. Oui, dans ma propre expérience, quand j'ai vécu l'expérience, cette question-là ne s'est pas posée directement dans mon établissement, qui n'est pas forcément d'ailleurs un établissement favorisé, au contraire. Ce qui est difficile en revanche, je crois, pour les acteurs du système éducatif, et notamment pour les élèves, c'est de percevoir les espaces et les différents statuts des acteurs. Et ça, à mon avis, c'est un endroit très fort pour cette éducation à la laïcité, c'est-à-dire de faire prendre conscience aux élèves, les usagers, les fonctionnaires, les agents, tous les acteurs ne sont pas astreints au même statut, évidemment, et les espaces varient aussi, évidemment, à la sortie de
de l'établissement, l'entrée dans l'établissement. Donc voilà, il y a une complexité aussi, souvent qui est difficile à faire percevoir aux élèves, aux agents parfois, et donc il y a nécessairement des explications à donner, notamment en début d'année par exemple, lorsqu'on accueille aussi peut-être les arrivants, les élèves entrants. Malgré tout, encore une fois, dans ma propre expérience, les choses se font plutôt dans le dialogue et l'appréhension de cette législation et son application simple. Alors peut-être avant de donner la parole une première fois à la salle, justement sur que reste-t-il, quelque part, pour le dire de manière un peu triviale, 30 ans après, que reste-t-il, et en quoi justement ça interroge ce rapport entre laïcité et discrimination. Peut-être, Gérald, la voix en fait partie de l'institution sur ces questions. Tu m'as compris par là, parce que la voix est partie. En tous les cas, je me doute, ça m'apprendra à me présenter comme historien au début. En tous les cas, à la question que tu poses, c'est 30 ans plus tard, c'est ça on est toujours un peu gêné pour répondre à une question comme celle-ci. Si on minore les choses, on dit mais non, vous n'avez pas vu ce qui se passe à côté. Et si on les majore, naturellement, il y a d'autres bruits qui nous font entendre que, d'autres sons qui font entendre que les choses ne sont pas si excessives que cela. Moi, j'apprécie beaucoup le point de vue qui vient d'être exprimé. J'ai souhaité qu'il s'exprime en premier sur une question comme celle-ci, parce qu'on est sur un lycée professionnel. Ce sont traditionnellement ces établissements qui sont perçus comme étant dans l'opinion publique, comme ceux plus souvent cibles des problèmes qui sont évoqués. Bon, alors naturellement, j'ai un point de vue sur cette affaire-là. Je sais bien qu'il peut y avoir des problèmes qui peuvent se poser, et malgré tout, quand on les rapporte à la totalité des établissements, d'une institution comme la nôtre, il est certain qu'on est toujours un peu étonné du caractère quand même très minoritaire. Par contre, il est certain que dans l'opinion publique, il y a une dimension suffisamment polémique pour que les médias s'en emparent très facilement. Alors, à la question 30 ans plus tard, moi je serais tenté de dire que, par ailleurs, l'institution a trouvé les voies d'une approche un peu plus sereine. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, la première chose que font les responsables, c'est d'abord de discuter. C'est pour ça que là, ici, c'est fondamental, c'est d'engager un dialogue avec les familles. Moi, je connais les chefs d'école, je sais que c'est loin d'être facile, mais en tous les cas, c'est une approche qui est quand même tout à fait différente de celle qu'on suppose quelquefois dans le public et qui se laisserait supposer qu'il n'y a qu'une seule manière de faire, et dans ce cas-là, il faut toujours trancher, et c'est ce qu'on attend de l'institution. Moi, je crois que l'institution a adopté depuis quelques années une stratégie de discussion, d'échange avec les familles, et que c'est sans doute la voie, pas la plus facile, mais sans doute celle qui permet justement de rendre les choses un peu plus sereines. Je n'ai pas employé pour classification, je vais parler d'un peu plus de sérénité. Est-ce qu'il y a peut-être justement dans la salle sur ce point précis, justement, d'expérience, des retours d'expérience, je reformule encore une fois, je vais apporter le micro, monsieur Tounaou. Finalement, juste avant une table ronde évidente, je sais que Rodrigue Ottoli va bientôt partir parce qu'il est repris par le recteur, il ne sera pas là cet après-midi à co-animer la table ronde sur le climat scolaire qu'on avait prévu. Et cette table ronde, cette table ronde a été constituée en grande partie grâce à notre travail commun. Donc Rodrigue Ottoli, le référent laïcité du rectorat, en quelque sorte mon alter ego. Je sais qu'il va partir, il va s'éclipser discrètement dans quelques instants, mais je voulais quand même te remercier de tout le travail que l'on fait ensemble depuis quelques temps. Je passe sans attendre la parole à Bertrand Ravet. Bon, sur cette question, effectivement, qui s'est cristallisée autour de l'affaire dite du foulard, vécu, qui pourrait être vécu. La question est là, est-ce que 30 ans après, c'est toujours d'actualité, comme une forme de discrimination? Alors, moi je me présente, je suis là en tant que responsable de la commission d'éducation de l'ANICRAM et j'ai malheureusement un passé de chef d'établissement dans cette académie et dans des établissements de Z. Alors moi, il y a quelque chose qui
me gêne un peu dans le discours introductif, c'est que 2004, c'est aussi la non-publication du rapport Robin. Et que, j'allais dire que la loi de 2004, pour moi, elle est une bonne loi, ce qui n'est pas réellement perçu par tout le monde, mais surtout, elle ne règle aucun problème. Parce que je pense que, et tout à l'heure, je crois que c'est monsieur de l'IPR d'Histoire qui disait qu'en 2015, ça a réagi. Mais entre 2004 et 2015, il se passe quand même un certain nombre d'années. Silence radio sur ce qui se passe sur les difficultés qu'ont eu certains chefs d'établissement, et j'en étais, de la mise en œuvre de la minute de silence après les attentats de Toulouse. C'est silence radio. Et à travers tout ça, moi je dis aujourd'hui, et je vais m'arrêter là, quand on entend, et ça ne date pas, 2012, c'est un peu vieux, mais quand on entend deux choses, la mise en place de la boîte mail que met le ministère, et les premières réactions d'enseignants, les premiers relevés des mails qui tombent sur les 3 premiers mois, c'est quand même que le ministère s'étonne que les actes, j'allais dire, de remise en cause des principes de la République, parce que la laïcité, c'est pas quelque chose d'en plus, c'est quelque chose d'intrinsèque de la République, commence de plus en plus tôt. Et quand on a des enseignantes et des parents d'élèves de l'école Révolution à Marseille qui s'étonnent dans la presse, et on fait silence, hein, on fait silence de ça, que des enfants de 5 ans refusent de donner leur main à la maîtresse, à leur maîtresse parce que c'est une femme, moi je suis en train de me dire, est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire ce qui s'est fait entre 2004 et 2015, de refuser de voir une réalité? Alors effectivement, ça ne touche pas que peu d'établissements. Je vous invite à aller voir, parce que moi je l'ai vécu dans le 2e et 3e arrondissement, le film des frères Dardenne, Le jeune Ahmed, et je crois que tout ce qu'on peut faire, on est en face, il y a une volonté, c'est pas le fait du hasard. Voilà, donc je pense que moi, mon étonnement, c'est de dire, attention, et je le vois aussi par rapport aux demandes d'intervention qu'on a au niveau de la LICRA, où il y a une banalisation de propos antisémites et des profs qui sont très démunis dans ça. Voilà. Bon, ça fait effectivement beaucoup de choses soumises à la discussion. Oui. Oui, Rodrigue. Rodrigue s'en va et que c'est mon copain qui lui passe le micro. Alors, on va revenir, hein, si vous le permettez, pour essayer quand même d'organiser un peu la discussion. On va revenir, effectivement, j'ai coupé, d'ailleurs, de manière fort peu ponctuelle, Gérald, tout à l'heure, sur justement la période plus récente, et notamment les effets de contexte qui ont pu être saisis à l'occasion des attentats. Je pense qu'il faut évidemment revenir là-dessus, mais encore une fois, l'idée ici, c'est peut-être parce que les événements ont une mémoire. Hein, les événements s'inscrivent dans différentes temporalités. Et je crois que cette affaire du voile me semble encore peser d'une certaine manière. Oui, non, moi je vais répondre à Bernard, parce que moi aussi je suis un ancien collègue chez l'éducation dans le quartier Nord et j'y retourne. Donc je connais très bien la question. Et moi, il y a quand même des choses que je voulais dire par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une question où aujourd'hui, vous avez une grande partie de la population dans le quartier Nord de Marseille qui a le sentiment d'être discriminée, qui l'est. Hein. Et la question du voile est devenue un instrument pour accroître leur sentiment de discrimination, et ça favorise la radicalité religieuse. Et je vais revenir sur ce qu'a dit Zoé quand même, parce que ici vous avez un élève, c'est intéressant de savoir son point de vue, et elle représente aussi les autres élèves. Et c'est un sentiment quand on discute avec les élèves, et j'assiste avec elle au débat au sein du comité des académiques lycéennes, sur le sentiment qu'ont beaucoup d'élèves, que finalement, en loi 2004,
discrimine les filles. Donc il faut qu'on réfléchisse un petit peu à ça. Hein. En conséquence de ça, et le deuxième point sur lequel je reviens sur l'intervention de Bernard, c'est que depuis 2012 dans les quartiers nord, il y a un certain nombre de chefs d'établissement s'être emparés de cette question-là, et travailler. Et vous avez quand même aujourd'hui des politiques qui sont menées par le ministère, qui sont très efficients, et le fait qu'il y ait du malaise chez certains enseignants, on y travaille, on a aujourd'hui les moyens de travailler, on y travaille depuis des années. Donc, je crois qu'il faut bien prendre en compte le fait que ces problèmes-là sont réellement entendus d'une part par l'institution, et d'autre part sur le fait qu'il y a quand même un réel malaise sur l'instrumentalisation de la radicalité, qui finalement se retourne et favorise la radicalité religieuse. Et donc, il faut faire très attention sur une forme de laïcité qui aujourd'hui sert les combattants de la laïcité. Voilà, merci, je suis obligé de vous laisser. Merci je voulais vous remercier pour cette très belle table ronde, pour cette très belle organisation par la Merci Rodrigue, et effectivement, tu confirmes, qui sans doute est perçu par beaucoup, c'est que à cette question, certes un peu simpliste, que reste-t-il 30 ans après, l'événement est toujours présent. Le passé dans notre présent, même si celui-ci, évidemment, a pu être recontextualisé, et on va y revenir dans quelques instants. Oui, Ismaël Ferrat, castédanien, qui trouve au fait avec le côté de la résidence issue de Vendôme-Croix. C'est nous qui organisons la journée sur Creil, donc il y aura aussi un ouvrage qui va apparaître aux éditions de l'eau à la rentrée, ça fait Merci d'être là, merci. Voilà. Alors juste pour préciser deux choses, pour rebondir sur les collègues qui ont parlé, en fait, l'affaire de Creil, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est que ça confirme ce que Mme Ponchini a souligné, c'est un mélange inexplicable de ce que j'appelle la Deudorien entre le droit des femmes, laïcité et islam, ce qui rend en fait le sujet explosif, parce que évidemment, les trois piliers identitaires du débat qui sont mélangés, donc qui rendent le sujet compliqué. C'est intéressant que l'ICN, aujourd'hui encore, souligne l'enjeu, parce qu'effectivement, il y a un discours long qui est cristallisé en 89. Le second point important, en travaillant sur le sujet, l'historien tourne à ses défauts, c'est que se rend compte qu'il y a eu d'autres affaires de foulard islamique en France avant. Et ça n'a pas suscité autant de réactions. Donc effectivement, il y a un vrai tournant, et là je rebondis sur la remarque de mon collègue Bertir, c'est le fait que l'affaire de Creil cristallise quelque chose de fondamental, c'est la laïcité scolaire vue comme un problème de vie scolaire, ce qui est très nouveau à l'époque. Aujourd'hui, systématiquement, la boîte mail faite par le ministère n'est pas neutre, revient en quelque sorte problème de climat scolaire et laïcité, ce qui en fait en donne très souvent une vision sécuritaire. En gros, la laïcité, c'est vu comme étant un problème à gérer, et implicitement, donc des élèves seraient un problème dès lors qu'ils contesteraient, ou sans le contester, la laïcité. Donc c'est juste pour faire un petit rappel historique, en rappelant qu'en réalité, ce tournoi est très récent, et donc il cristallise quelque chose qui a aussi perdu aujourd'hui. Merci, je me permets d'ailleurs aussi de renvoyer à l'article de mon collègue ami Yvan Gasto, dans la revue Historien et géographe, sur l'affaire du foulard, la laïcité à l'épreuve de l'immigration. Et puis, puisque c'est une ressource que vous avez utilisée, je crois, pour apprendre entre vous, il y a une notice et un document vidéo sur le site Jalon de l'INA. Je trouve plutôt bien fait. Monsieur. Oui, bonjour, Christophe Gobert, IAIPR, Histoire-Géographie, donc l'alter ego de Gérald, mais dans les académies de Nice et de Corse. Alors moi, je voudrais revenir sur l'affaire de Creil de 89. J'étais lycéen à 6 km de Creil à l'époque, donc ça résonne un peu différemment. D'ailleurs, on appelait Chador à l'époque. Ouais. Mais simplement pour rappeler qu'il y avait en fait deux affaires en une. Il y avait le fichu sur la tête, mais il y avait aussi l'idée défendue de pouvoir faire des cours à la carte. Et ça, c'est très important. C'est pour ça, sûrement, que ça rebondit dans la vie scolaire, puisqu'il s'agissait pour les jeunes femmes qui étaient issues de milieux musulmans intégristes de ne pas faire de sport avec les garçons, de ne pas faire certains types de sport, de ne pas assister à certains cours, notamment de SVT, comme ça s'appelait à l'époque, d'histoire-géographie sur les différentes également religions qui étaient présentées, qui étaient dans le programme, puisqu'on présentait sommairement les civilisations, c'était pas encore tout à fait l'enseignement des faits religieux, puisque le rapport Joutard est arrivé un peu après. Donc voilà, il y avait surtout cette idée d'une école à la carte.
Alors ça, qu'est-ce qu'il en est 30 ans après? Je peux vous dire, en tant que référent, qu'on assiste encore à ces problèmes. Pas seulement cette fois-ci des filles, donc là on peut dire qu'il y a eu d'une certaine manière égalité des sexes dans le fait des familles de ne pas vouloir faire assister l'élève à des cours sur la religion dont il ne fait pas partie, mais également, alors là justement il n'y a pas de stigmatisation d'une communauté d'origine étrangère, il y a également des personnes qui sont d'anciennes colonies françaises, des familles de colons, qui refusent par exemple que leurs enfants assistent aux leçons sur l'islam. Donc là aussi, qu'est-ce qu'il en est 30 ans après? Cette deuxième partie, ce deuxième étage de la fusée, si je puis dire, de l'affaire du Chador, on est encore très souvent confronté à des refus de programme et à choisir en fait le programme qui sera au diplôme pour l'élève. Voilà. Alors, avant de continuer justement à faire circuler le micro, il y a Olivier, justement par rapport au travail que vous menez dans le cadre de la réflexion. Juste quelques chiffres, puisqu'on est en enceinte universitaire, sur les cas d'atteinte à la laïcité. Sur le deuxième semestre, et donc 2018, les chiffres, donc les remontées qui ont été formulées auprès du ministère, à partir notamment du formulaire EBSCOL, s'élève à 837 cas. Parmi ces 837 cas, ces 837 remontées, 60% des cas, on n'arrive pas très bien à les catégoriser. Donc ça pose une question là aussi, et je rejoins la réflexion qui a été formulée par le collègue sur la laïcité, révèle aussi parfois d'autres difficultés. Des difficultés qui sont de l'ordre de la vie scolaire, qui sont parfois de l'ordre de l'interculturalité et de sa prise en charge, de sa prise en question, des difficultés d'autorité, des difficultés parfois de posture aussi et d'éthique professionnelle. Donc voilà, parmi ces cas-là, 837 cas sur plusieurs millions d'élèves, voilà, ça nous donne déjà une tendance, et je crois que voilà, dans la majeure partie des cas, je crois qu'on peut le dire, ça se passe plutôt bien avec la question des religions dans les établissements scolaires. C'est d'ailleurs un des premiers résultats de la recherche EBSCO. Je parlerai peut-être un peu plus tard. Oui, on va revenir. Merci Olivier de cette intervention, parce qu'en fait, je repose ici une sorte d'ancienne de secte qui se doit de revenir entre, et qui est déjà, comme M. l'inspecteur le disait à l'époque, Chador, c'est un discours qu'on entendait, on dit oui, mais en fait, c'est trois pelés, pardon, de la formule, et un tendu dans un coin, ce n'est pas un problème qui est posé à la société française. Alors, par ailleurs, il y avait. On discutait en préparant cette table ronde. En fait, l'un des problèmes, c'est qu'il y a d'une part des discours qui sont extrêmement relativisants, et de l'autre des discours hystérisants, si je peux m'exprimer ainsi, sur le mode classique, encore une fois, je vous rappelle, c'est l'un des ressorts du système xénophobe, c'est l'invasion. À la fin du XIXe siècle, au moment où la France devint un pays d'immigration, le sentiment de l'invasion s'installe. L'invasion, c'est le titre d'un roman de Louis Bertrand. Je me permets de le citer parce qu'il était professeur de lettres au lycée d'Aix-en-Provence en 1907, qui met en scène une famille italienne à Marseille. Énorme succès de librairie. Et cette thématique, elle est reprise à l'envie jusqu'à aujourd'hui. Et derrière, effectivement, et l'école serait une sorte de, quelque part, de citadelle qu'il conviendrait justement de défendre face à l'invasion dans un certain discours. La question qu'on se pose ici, à laquelle moi, pas forcément de réponse, je crois qu'il est convaincu ici qu'il convient de la poser, c'est où se situe la limite, justement, et à partir de quel moment, et là-dessus, je ne sais pas si vous avez, de la table ou d'autres, des témoignages, des observations sur à partir de quel moment est brandie justement, comment dire, la carte de la discrimination. Vous me discriminez, vous défendez votre citadelle, etc., vous êtes bien gentil, avec votre laïcité, mais en attendant, moi je me sens discriminé. Justement, est-ce que ça aussi, est-ce que c'est une vue d'esprit d'un télo perché, ou est-ce que c'est une réalité de terrain? Alors le micro est là, et après la dame. Donc, je ne vais pas répondre à votre demande, mais c'est justement pour Madame Dubois. Donc, je suis. Oui. Oui, je peux. Oui. Merci.
Donc moi je suis historienne de formation, prof d'histoire. Je voulais revenir sur votre propos. Voilà ce que j'ai compris, vous avez dit. Vous avez fait un relevé auprès des autres collègues dans le cadre de la CDN. Et les autres élèves vous ont dit, vous ont fait remonter des cas de sexisme, de discrimination sur le handicap, sur le racisme. C'est ce que vous avez dit, mais pas réellement de problématiques liées à la religion. Est-ce que dans les cas de sexisme ou de racisme, il y avait des éléments qui seraient rapportés, soit vous disiez, le sexisme, il le voit, vous voyez, est-ce que j'aurais aimé avoir plus de précisions si vous les aviez sur ces éléments qui étaient remontés de la part des autres élèves. Voilà. Si vous ne les avez pas, c'est une curiosité de ma part, ne vous inquiétez pas. Hein, voilà. C'est pas exactement donc moi qui suis allée demander à des élèves ce qu'ils en pensaient. C'est en fait entre élus, on s'est posé la question des discriminations qu'on voyait au quotidien dans le lycée. Et donc nous concernant le sexisme, on a surtout parlé des discriminations qu'il pouvait y avoir, notamment sur les tenues dans les établissements. Et donc réflexion qu'on peut faire aussi par rapport à la tenue. Et puis après, par rapport au racisme, c'était plus des négociations où qui pouvaient aller, par exemple dans le cadre d'une dispute, on a vu ça comme exemple des négociations qui peuvent aller plus facilement sur les personnes de couleur que sur les blancs. Et donc, non, ça n'avait pas forcément de rapport du tout avec la laïcité. Oui, pour avoir quelques éléments donc, de cette enquête Redisco sur les questions de racisme et de sexisme. Ce qu'on observe dans les entretiens qu'on a pu faire, donc à peu près 700 entretiens avec des collègues qui décrivent des situations de vie de classe en lien avec la diversité sociale et culturelle. Ce qu'on observe, c'est une hypervigilance de la part des collègues sur les questions de sexisme, de racisme et d'antisémitisme et de harcèlement, avec en général une action très rapide de leur part dans les situations telles que vous les décrivez, évidemment, avec une action très rapide, avec une action aussi souvent qui est parfois singulière, celle du professeur, mais aussi une action collective. On va rechercher des ressources dans l'établissement pour gérer la situation et répondre très finement en général aux situations qui sont présentées, qui sont présentes, essentiellement à travers les injures. Dans les situations qu'on a, au niveau des injures, on a clairement parfois des propos qui sont tenus et qui peuvent être effectivement sexistes ou racistes, à la fois dans l'espace de la classe, mais aussi dans les espaces plus interstitiels que sont la cour, les couloirs, où nous allons voir évidemment l'action de l'équipe éducative est parfois plus difficile, notamment dans l'appréhension des choses. Donc une hypervigilance sur ces questions vraiment de la part des collègues. Merci sans doute. Merci. Oui, tout à l'heure, non, à la question. Bon, je vais plus en poser alors. Non, mais alors, je me Je n'étais pas présentée tout à l'heure, je suis maître de conférence Sylvie Pierre à l'ESP de Lorraine en sciences de l'information et de la communication. Deux choses, ça sera très rapide. Moi, je voudrais formuler mon étonnement, vous avez formulé votre étonnement sur diversité des laïcités. Ne risque-t-il pas d'y avoir une confusion en évoquant diversité des laïcités? Je prends l'exemple de discours dans l'espace public. On veut la laïcité, pour certains, apaisée, conciliante, plurielle, etc. Un colloque a eu lieu au Sénat sur désinformation et laïcité et qui a bien montré tous les phénomènes d'attaque à la laïcité via l'islamophobie, via le concept de panique morale, ce que vous citiez. Donc je crois que le terme de diversité des laïcités peut porter à confusion. Et ne faut-il pas au contraire, semble-t-il, revenir à la définition de la laïcité, car c'est un concept et il n'est pas pluriel, c'est le concept de laïcité. Merci. Alors je privilégie madame. Tu peux bien répondre à ma question. Et après, on revient. Avant, moi, je peux dire que j'étais tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, parce qu'en effet, l'expression de diversité et de laïcité, à mon avis, elle est contre-productive complètement dans un contexte
scolaire. Et à ce titre, mon intérêt, c'est ce à quoi je me suis appliqué d'emblée, c'est à définir la laïcité et à reprendre justement les termes mêmes qui ont été par ailleurs ceux définis par Marie Congénie dans ce qu'elle a appelé la laïcité systémique. C'est-à-dire que ça m'a paru être tout à fait intéressant et en lien justement avec ce que traditionnellement, à la manière dont on définit fonctionnement la laïcité. Je vous remercie. On pourrait y revenir, mais il y a d'une part effectivement la conception juridique. Là, le droit, tout compris, se nourrit, et en tout cas est en relation avec les représentations, le monde et les représentations. Et les représentations de la laïcité ne sont pas justement mono-interprétatives. Madame. Justement, merci, Véronique Villette. Donc, moi, je suis médiateur, mais je suis responsable des ateliers de réflexion éthique jeune au sein du lycée. Alors, pour répondre à votre question, moi, je pense qu'il faut viser les limites, en tout cas, essayer de viser les limites en remplaçant la laïcité dans toute grande canne. Et la laïcité, peut-être que moi, je n'ai pas la bonne définition, parce que je ne suis pas universitaire comme vous, mais en tout cas, je pense qu'elle s'attache directement à notre Constitution. Elle a été nécessaire parce qu'il y avait justement discrimination avant qu'elle ne soit. Discrimination parce qu'on privilégiait une religion par rapport aux autres. Même l'existence religieuse, Madame l'a très bien rappelé ce matin, l'appartenance religieuse définissait même notre identité juridique et sociale. Or, cette laïcité, même si on a des difficultés depuis un truc brillant à la définir, et surtout à la pratiquer, c'est bien pour ça qu'on a du mal à la définir, parce qu'on n'arrive pas à la pratiquer, elle s'inscrit dans plus grand qu'elle-même. Ça n'est qu'un moyen au service de quelque chose qui est plus grand, qui est le préambule de la Constitution, auquel s'attache tout notre droit français, y compris le droit constitutionnel. C'est-à-dire qu'elle doit nous aider à faire travailler avec les élèves la considération que nous sommes tous égaux en droit et en dignité humaine, et qu'à partir de là, la différence, c'est le travail essentiel. Et si, au niveau éducatif, dans nos matières, on travaille avec eux en transversalité de sens, ce que c'est que la différence, et pourquoi doit-elle altérer la différence, et pourquoi, en fait, elle ne désaltérerait pas pour penser à la complexité du monde. Je pense que c'est une question fondamentale qu'on qu'on traite plus ou moins bien parce qu'on s'attaque à l'éthique appliquée, aux pratico-pratiques, sans ramener le pratico-pratique à la cause essentielle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'égalité fondamentale entre les hommes. Si on réfléchit chacun là, assis, est-ce que moi je considère que mon voisin, il est mon égal? En droit et en dignité alors. Et donc, ben voilà, alors si il est mon égal en droit et en dignité, d'où viennent les discriminations? Il faut donc travailler sur les représentations. Et les élèves de lycée, par exemple, mais c'est merveilleux ce qu'ils peuvent nous apprendre pour qu'on grandisse en humanité sur la question. S'emparer de ce que veut dire pour eux l'égalité, mais c'est complètement décoiffant. Il faut les écouter. Merci d'être là, Zoé. C'est fantastique. Et je pense que vraiment, pour répondre à votre question de la limite, il y a plus là la limite. C'est d'abord, personnellement, où en sommes-nous par rapport à la différence de l'autre. L'autre différent, parce que c'est quelqu'un qui m'empêche de jeter la peur, et vous allez aller au Grand des Milles, et vous allez voir que le processus qui se met en place et les discriminations, ça va très vite, et regardez ce qui se passe en ce moment avec les murs qui se lèvent. Donc peut-être que la première question de la laïcité, c'est de se dire, mais en toute humilité, mais en fait, moi, je suis où? Mon voisin, je le trouve comment? Il est quoi? Il est qui? Parce qu'il pense différemment que moi, il a une religion différente, il n'en a pas d'ailleurs, parce que tout le monde n'est pas religieux, mais tout le monde est spirituel. Donc c'est pour moi la limite que vous demandiez où commence la discrimination. C'est quand je commence à considérer que l'autre, c'est un soi. Merci de votre intervention. Alors, justement, je voudrais redonner la parole ici à mon voisin. Alors, j'ai coupé tout à l'heure, justement, pour justement réinterroger cette laïcité, qui, à mon sens, d'ailleurs, peut être plurielle, au sens où je ne crois pas que ce soit une notion figée. Il faut se méfier, vous savez, des incantations que vous connaissez, la formule du général de Gaulle à propos de l'Europe. Il ne suffit pas de sauter dans la cavalerie, on s'achève en disant Europe pour faire l'Europe. Je pense que c'est
ça s'applique à bien d'autres domaines. Donc effectivement, la loi, hein, la Constitution, madame, évidemment, est une référence absolue, mais c'est là-dessus qu'il faudrait que Gérald revienne là où je l'ai interrompu tout à l'heure, c'est qu'il y a des effets de contexte. Et les événements, les attentats, justement, donc, nous semble-t-il, relancer le débat. Quelle forme, quel moyen. Je vais essayer de retrouver le fil. Tu es fort, hein, dedans. En tous les cas, si je me souviens bien, parce que j'ai la fâcheuse tendance à m'emporter, naturellement, à tenter d'être le plus convaincant possible, et je me dis que revenir là-dessus, c'est plus difficile d'être convaincant sur une affaire comme celle-ci. Je vous rappelle que la question que tu posais tout à l'heure, c'était celle de l'étonnement, c'est-à-dire du et, c'est-à-dire laïcité et discrimination. Et je voulais faire allusion à ce qui s'était passé en 2015, quand justement cette question s'était posée d'une certaine façon aussi à mes yeux, puisque je vous rappelle qu'après l'assassinat de la rédaction, d'une part de la rédaction de Charlie Hebdo, eh bien, une grande partie de nos concitoyens, sinon même la totalité, nous-mêmes avons connu une période d'épouvante, littéralement, qui n'a pas facilité la riposte. Et on peut considérer que dans les jours qui suivent, eh bien, on a évoqué ce qui s'est passé au niveau scolaire, une partie des professeurs, de l'encadrement, ne savent pas comment réagir. Les politiques donnent tout de suite une solution quand même. Hein. Et pour le public, ça s'est passé très facilement parce que justement ça correspondait aussi à une conception suffisamment partagée. C'est qu'aussitôt que ça se produit, on dit dans ce cas-là, liberté de la presse menacée, la République est en danger. Et la mesure qui vient immédiatement, c'est justement de défendre, de s'emparer de la cité, comme moyen de défendre une République qui est menacée au plus profond d'elle-même. Donc là, ici, on a fait le lien entre ce qui s'est passé et on a utilisé justement la laïcité. La crainte, toujours, c'est qu'on instrumentalise une notion qui n'est pas forcément adéquate. Et c'est justement pourquoi, en effet, il y avait étonnement de sa part quand, justement, on avait associé laïcité et discrimination. Ce qui s'est passé en 2015 montre les risques, c'est-à-dire qu'en effet, il y a eu des aspects suffisamment positifs après 2015 quant à la réflexion sur la laïcité, mais attention, est-ce que c'est forcément la notion la plus adéquate? C'est un des enjeux de la réflexion qu'on va mener aussi aujourd'hui sur le lien qui dirait entre laïcité et discrimination. Tout à l'heure, Blandine Bongély définissait également les discriminations. Je considère que c'est un problème délicat, mais que depuis tout à l'heure, justement, le caractère un peu général, on l'a perdu de vue, puisqu'il me semble qu'on ne parle que des aspects religieux, qui me semble être naturellement un point important, je ne le dis pas, mais au chapitre justement des discriminations, il y a bien d'autres aspects. Nous sommes investis tous les uns les autres sur pas mal de problèmes, de problématiques, et donc je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue par ailleurs. Oui, tu vois bien, Gérald, que quand justement on confond laïcité et discrimination, évidemment, implicitement, la question des religieux se pose. Et ce d'autant plus, c'est pas anodin justement que nous avons souhaité repartir de cette affaire du foulard, et comme le rappelait le collègue, ça cristallise justement la question de l'égalité homme-femme, la question du religieux, la question de l'immigration, etc., qui constitue bien évidemment qu'il ne s'agit pas de. On pourrait revenir, c'est là où je suis effectivement sur cette interrogation d'une antidote qui finalement ne serait pas forcément la plus appropriée. On considère la laïcité comme une antidote. Étant entendu que normalement, dans la table ronde, au bout du compte, et j'espère qu'on aura le temps de l'évoquer, il y a toute une série de pistes sur lesquelles on a réfléchi. C'est ce que l'on va faire. C'est-à-dire qu'en termes de formation, il y a des éléments sur lesquels on peut prendre appui dans la Marseille, et donc on voulait naturellement les évoquer
Mais peut-être qu'il y a des questions auparavant, et on va d'abord y répondre. Alors, si tu permets, Gérald, je vais garder la main, Nicolas aussi, sinon on ne va pas, pardon, hein, de cette jolie screening. Olivier, justement, on voulait revenir justement à partir du travail que vous avez mené, d'enquête, de réflexion, et de ton étonnement, là aussi, face à un terrain apaisé et à un discours qui, lui, on l'a dit tout à l'heure, par exemple, politique, un peu hystérisé. Comment justement on peut interpréter tout ça, ces vies? Ce qui est certain, c'est que l'événement de 2015 est venu percuter le très fort l'école, voilà, et que ça a eu des effets très concrets sur les politiques éducatives aussi qui ont été mises en place. Donc ça c'est certain, le débat politique, le débat médiatique aussi, n'est pas venu, faciliter le travail, je pense, des enseignants. On l'observe dans les entretiens, et notamment avec cette idée finalement d'une extension de la neutralité qui est très forte chez les élèves et parfois dans les discours aussi. L'extension de mettre de la neutralité chez les usagers, j'entends. Donc ces débats-là, ils traversent aussi l'institution scolaire et après 2015, il y a tout un tas de textes qui arrivent, la mobilisation pour les valeurs de la République, il y a comme ça tout un tas de circulaires, de textes qui mettent en avant effectivement de groupes de formation. Il y a un travail qui s'est fait considérable de formation à travers des séminaires autour des valeurs de la République, autour de la laïcité, avec des approches parfois très intéressantes. Et je crois que dans l'Académie de Marseille, le travail notamment autour de l'éducation à l'esprit critique a été un travail à la fois passionnant, travail qui permettait à la fois de répondre aux injonctions de l'institution, mais de les dépasser aussi et peut-être de viser un horizon encore plus lointain. Sur l'enquête, donc si vous voulez peut-être quelques éléments, pour que ça soit très clair, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de difficultés. Il y en a des difficultés, évidemment. Mais ces difficultés, elles sont prises en charge le plus souvent de façon assez fine par les équipes éducatives. On peut dire aujourd'hui finalement que l'expression du religieux à l'école, aujourd'hui, l'enquête concerne le collège et les lycées, lycées généraux et lycées professionnels, l'expression du religieux n'est pas la première des préoccupations des enseignants aujourd'hui. En revanche, les questions de mixité sociale, de grande pauvreté scolaire, toutes ces questions-là, la question des inégalités aussi sociales évidemment et des ségrégations socio-spatiales, là elles sont évidemment l'objet de préoccupations qui sont très très fortes. Ce que nous disent aussi les entretiens, c'est que le fait religieux suscite très souvent la curiosité de la part de nos élèves et souvent les ressources curriculaires et les programmes sont un point d'appui très fort pour les enseignants, justement pour travailler ces questions-là. Donc ça c'est aussi un des résultats qui apparaît. Autre résultat qui est intéressant aussi, c'est comment finalement les acteurs de terrain traduisent d'une certaine façon des textes, des circulaires, et comment ils les retraduisent, comment ils les récoltent, comment ils apportent des réponses souvent très très fines à des situations qui sont dans des contextes souvent très variés, et dans les situations qui sont développées, on a véritablement de la part des acteurs une espèce d'intelligence du terrain. Et ça me paraît très important pour pouvoir apporter une réponse qui soit évidemment fine et graduée, de voir peut-être ce qui se cache derrière une éventuelle atteinte à la laïcité. Voilà, et ça traduit finalement une grande plasticité aussi professionnelle de la part des enseignants. Une appréhension très fine des situations. Alors il y a des moments particuliers qui suscitent peut-être plus de difficultés, notamment la sortie scolaire, où évidemment les enseignants sont confrontés à des stratégies d'anticipation, parfois de refroidissement. Voilà, il y a une espèce d'intelligence du métier qui fait que tout un tas de gestes s'opèrent et viennent en quelque sorte répondre à la situation. Alors c'est vrai qu'on observe aussi un écart peut-être entre le droit réglementaire et le droit coutumier. C'est-à-dire qu'en fonction des situations, il y a, c'est peut-être difficile à entendre, il y a des accommodements raisonnables. Il y a aussi une montée de la logique des individus, une montée de la logique libérale, où on cherche à prendre en compte les individualités des élèves, mais pour mieux en fait reboucler
la logique civique, hein, qui est celle de l'universalisme et d'émancipation. Donc il y a tout un tas, si vous voulez, de situations qui finalement montrent la complexité aussi de ce métier et comment les situations que les professionnels rencontrent, comment elles sont abordées, comment on y répond, comment on retraduit finalement des textes et des circulaires et comment on bricole finalement des réponses adaptées aux situations. Et les autres Voilà, donc on a dit que 2015 avait libéré la parole par rapport à la question de la laïcité, mais j'ai plutôt l'impression que du coup les enseignants ont eu peur d'aborder la religion de toutes ses formes en classe, et j'ai l'impression que sur la question de la religion, du coup, ça apportait une sorte de tabou. Et on ne devait pas en parler de peur sûrement que les élèves réagissent d'une certaine façon, que ça polarise la classe, ou peut-être de faire des prosélytisme. Sauf que le problème, c'est que si on ne parle pas de religion dans un débat laïque, donc ça va apporter l'ignorance de l'autre, et cette ignorance de l'autre donc, qui est la source de la discrimination. Et donc je pense que c'est intéressant d'enlever ce tabou sur la religion, et peut-être en opposition avec ce que Vincent disait, non, les professeurs ne parlent pas tant que ça de religion, et on n'a pas l'impression qu'ils ont les mains en main les clés pour pouvoir en parler sereinement, et c'est donc je pense qu'on en a beaucoup. Et voilà, je pense que pour vraiment qu'il y ait une laïcité apaisée et qui évalue mieux les discriminations, donc sans soit une laïcité restrictive, donc par interdiction, une laïcité par liberté religieuse strictement, je pense qu'il faut une laïcité par l'éducation, et par l'éducation donc de l'autre, de la religion ou non de l'autre, et du respect de son culte ou non. Enfin, pas du respect ou non, mais du respect de son culte ou de son culte. Et voilà. Merci Zoé, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, on va pas avoir le temps quand on a préparé cette table ronde, il faut entendre tout à l'heure Zoé aussi, et je crois que nous pourrions aussi être nombreux à témoigner, notamment ceux qui sont en charge de la formation des enseignants, témoigner de la difficulté qu'ont les futurs enseignants, c'est-à-dire les étudiants de Master 1, et les enseignants, les étudiants stagiaires en Master 2, effectivement, dès qu'il y a le mot religion, ils sont terrorisés. Y compris pour enseigner la chrétienté médiévale au XIe siècle. Ça peut apparaître pour le moins paradoxal, mais c'est une réalité. Et Zoé vient confirmer. Encore une fois, on va garder, peut-être que ça sera réinterrogé dans les ateliers, etc. Mais cette question, effectivement, que Gérald a un projet dans l'académie, a travaillé, notamment à la fin des échanges que nous avons eus avec Zoé, parce que là aussi, on observe un décalage entre les injonctions, les prescriptions, ce que nous croyons nous être, quand je dis nous, c'est une formation de bonne pratique, et puis, effectivement, une réalité sur le terrain quelque peu en décalage. Alors, Gérald nous a rappelé, comme il se doit à l'ordre, effectivement, ça serait bien de simplement proposer une dizaine de minutes, quelques jalons, effectivement, quelques retours d'expérience. Je vais commencer par Zoé. On n'a peut-être pas suffisamment dit, parce que vous êtes en parler dans le conseil académique de la lycéenne de la question des discriminations. Comment ça va? Donc, ce qu'on nous a demandé de faire, donc, par rapport aux discriminations, c'est en fait au début de l'année. Au moment des élections environ des CDL dans le lycée, il y a ce qui s'appelle la semaine de l'engagement. Et en fait, l'idée du CADL, c'est par une affiche ou une vidéo, en fait, sur le sujet des discriminations, c'est d'impulser une dynamique dans les CDL qui vont être nouvellement élus, pour qu'à leur tour, ils portent des projets dans leurs établissements. Donc, il
c'est plutôt cette idée-là. Et normalement, les successeurs au CADEC, l'infime partie des QFCN, donc auront pour travail de produire une affiche ou une vidéo donc, pour l'ensemble du pays. Alors, parmi ces dispositifs, Olivier, Gérald, sur effectivement, avant peut-être de revenir sur la question de l'AFC, et si on reste sur les dispositifs, que justement on s'est rendu compte que là aussi, il y avait quand même quelque chose un peu de l'empilement, peut-être parfois même de la confusion. Alors, je ne sais pas sur quoi je dois répondre. Si c'est sur l'enseignement du fait religieux. Tu te rappelles, c'est plus de 2 jours. Oui. Ça, je suis un peu désorienté. Sur l'enseignement du fait religieux, je dois dire que. C'est plutôt sur la question des dispositifs là, que mettre en place, y compris le rectorat, semaine de lutte contre la discrimination. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Quelles sont les réponses qui peuvent être apportées? Alors, d'abord, je vais quand même répondre aux remarques que vous faites par José, parce que ça me paraît important et je pense qu'on propose toujours un peu de relativiser, c'est indispensable sur une affaire comme celle-ci, et d'essayer en même temps d'expliquer avec un point de vue critique. L'enseignement du fait religieux est ancien dans le système scolaire, il faut quand même le rappeler. Depuis quelque temps, d'ailleurs, on préfère employer le pluriel, c'est l'enseignement des faits religieux qu'on associe à la laïcité. C'est le sens des dernières évolutions qui ont marqué justement le propos de l'institution sur une affaire comme celle-ci. Je veux dire que sur l'enseignement des faits religieux, à la question pourquoi les professeurs, tu as employé le terme de terroriser, c'est ça, c'est le terme que tu as employé, sont terrorisés à enseigner la chrétienté des étudiants, je pense que ça peut exister. Ils sont terrorisés à enseigner la chrétienté au XIIe siècle. Moi, je pense que les choses sont peut-être moins difficiles pour des enseignants qui sont à peu près familiers des questions comme celle-ci. Je pense que l'institution a fait un gros effort, d'abord, dans un premier temps, de formation. C'est indispensable. Quand en effet, les professeurs disent, et ils ne le disent pas que pour l'enseignement du fait religieux, il y a des questions qui sont souvent des questions délicates, moins connues, en histoire en particulier, mais moi je pense aux collègues qui enseignent désormais SVT et qui peuvent être confrontés à des gamins aux sciences physiques, à des gamins qui leur enseignent que la Terre est plate. Ce sont des réalités aussi qui disent des choses sur notre société. Donc les difficultés ne sont pas spécifiques justement à ces questions qu'on aborde en histoire sur l'enseignement du fait religieux. Ce qu'on a appris aussi, c'est qu'il y a une dimension pédagogique qui est importante. C'est que, en effet, un professeur peut aussi être mis en difficulté, non pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il peut y avoir des réactions dans sa classe qui le déstabilisent. Et l'un des enjeux de la formation, c'est justement de former à ce que l'universitaire Arnaud Garès a appelé les questions vives, eh bien c'est un aspect important sur lequel on tente de former les professeurs, qui suppose quand même d'accepter que dans une classe, des élèves peuvent s'exprimer et quelquefois prendre le contre-pied d'un professeur. Il est certain que s'il n'est pas au niveau des connaissances suffisamment équipé, suffisamment avoir les connaissances suffisantes, il peut être très rapidement déstabilisé. Mais par contre, il faut quand même qu'il accepte qu'il puisse s'exprimer des propos qui pourraient justement le déstabiliser. C'est le sens même d'une formation aux questions vives. Ça ne concerne pas que l'enseignement du fait religieux. Pour porter également le dossier qui est celui qui a été évoqué par mon collègue et moi, citoyenneté, je peux vous dire que parmi les questions vives, l'enseignement de la guerre d'Algérie, eh c'est un enseignement également difficile, surtout dans des quartiers comme ceux qui ont été évoqués tout à l'heure, où des élèves peuvent justement s'invectiver et mettre le protocole mis en place par le professeur, un bon équilibre. Ce sont des réalités que le professeur doit être appelé justement à affronter et sur lesquelles il doit être formé. Sans quoi, en effet, je pense qu'on aura des étudiants terrorisés. Je considère que l'un des enjeux, c'est de former à ces réalités-là des professeurs. C'est une tâche qui n'est pas si facile. Alors, pour répondre à la question,
Si en effet, dans la Communex Marseille, il y a un aspect qui a beaucoup progressé, c'est justement de travailler, parce que tout à l'heure on a évoqué les différentes missions qui sont les miennes, hein. Naturellement l'institution fait souvent comme ça, elle fait des référents. Ça arrive. Dans tous les cas, l'un des enjeux de l'action qui est menée à la Communex Marseille est en lien avec l'esprit. Vous avez vu que tout à l'heure, Nicolas évoquait assez facilement son intérêt au rectorat, c'est justement de travailler de concert, de façon à ce que ces différentes missions parlent en commun et une culture commune. L'un des thèmes qu'on a trouvé pour rassembler tout cela, c'est le terme de citoyenneté. C'est celui qui nous apparaît le plus ou le mieux capable justement de rassembler toutes ces problématiques avec des porteurs de missions particuliers. On a évoqué des garçons, on a évoqué l'éducation et développement durable. On a estimé, dans la Communex Marseille, c'était le moyen de rassembler justement tous ces porteurs de missions. Voilà. Olivier, ce qui peut être mis en place, quel point que tu sur les expériences peut-être quelques pistes aussi. Je crois que ce dont a besoin le professeur, c'est du temps. C'est du temps. C'est des espaces aussi. Voilà, et on revient toujours là, et pour la formation, c'est la même chose aussi. Hein, c'est d'avoir du temps consacré à la formation disciplinaire, la question aussi des gestes professionnels. Quand on aborde les questions socialement vives, on s'aperçoit souvent qu'il y a des questions de posture aussi du professeur face aux élèves. Donc ça c'est le premier point, besoin de temps, besoin d'ambition aussi pour la formation des enseignants, et ça c'est une clé essentielle. Sur la question de la laïcité, le risque peut-être, c'est finalement que cette réaffirmation incessante en quelque sorte de la laïcité, elle produise les effets inverses auprès des élèves. Voilà, je voulais quand même le pointer. Et de ce point de vue-là, le travail qui a été fait sur la laïcité depuis pas mal d'années, quand même, est un travail conséquent dans les entretiens qu'on a pu avoir avec eux, et on a pas mal d'outils, on a pas mal de ressources, hein, la clé de la même école, le livre de laïcité, la charte laïcité, tout un travail très important qui a été fait, et ils sont plutôt, dans l'entretien, ils disent plutôt, finalement, laissez-nous nous emparer de ces outils-là, finalement, et voilà. Autre piste aussi pour la formation, évidemment, la question aussi l'égalité filles-garçons, la question du corps aussi, l'éducation au corps, qui semble être aujourd'hui le réceptacle un peu des mots de la société, la question de l'interculturalité aussi, la question de la prise en charge aussi des publics qui arrivent, nouvellement arrivés en France, les élèves qui arrivent en France, la prise en charge aussi de la vérité, de la diversité, comment on travaille sur ces questions-là. Je crois que c'est des pistes fécondes pour finalement transformer le travail qui a été fait aussi sur la question de la laïcité. Alors, juste avant de laisser le mot de la fin à mon petit camarade Stéphane Pollard, il y avait 6 personnes qui souhaitaient intervenir, 7 même. Donc, ce que je vous propose, elles se reconnaîtront, c'est qu'elles soient les premières à intervenir dans l'atelier où elles sont inscrites, en espérant bien sûr que ce ne soit pas le mien. Enfin, qu'elles ne soient pas toutes les 7 dans le même atelier, que ce soit réparti. Elles ont des choses à dire, et là, ça n'a pas le temps actuellement là. Mais voilà, vous êtes prioritaires, j'en connais certains, mais je ne ferai pas le tour des ateliers. Mais voilà, et vous serez les premiers à vous exprimer en fonction de la capacité que vous aurez à faire le lien entre ce que vous voulez dire maintenant et ce que vous direz dans votre atelier. Et sans plus attendre, donc je laisse la parole à la conclusion. Il y avait une conclusion, juste une information. Oui, juste une ressource supplémentaire peut-être dans le numéro des qualités pédagogiques de juin. Vous avez un mini-dossier qui est consacré donc à la recherche sur religion, racisme et discrimination en milieu scolaire. Je vous invite à lire ce travail et puis à échanger sur ce dossier-là. Il y a également un site de la recherche sur lequel vous trouverez des ressources redispo. Voilà. Alors, je recoupe la parole à Stéphane, ensuite très heureux. Je réitère l'invitation. Vous pouvez déposer sur le site, ou les intervenants bien sûr, ces liens pour d'autres sites, ressources, etc. Cette fois, c'est la bonne. Juste un mot aussi pour dire que, évidemment, nous sommes désolés, chacun n'a pas pu intervenir autant qu'il le souhaiterait. Évidemment, il y a des ateliers qui seront là, comme tu l'as dit, Nicolas, cet après-midi, pour que les échanges, je vois bien que cette
de la question de la jalonnée. Je voudrais remercier les intervenants, Chloé, qui on va souhaiter, c'est sûr, mais toute la réussite dans ses études à venir pour d'ailleurs l'amener à quitter